Certains secrets ne se révèlent qu'au crépuscule d'une vie. Lino Ventura, légende du cinéma français, a gardé le silence pendant des décennies. Mais avant de s'éteindre, il a finalement avoué. Il y avait 5 personnes qu'il ne pouvait absolument pas supporter. Pas des ennemis ordinaires, mais des artistes qui avaient franchi des limites qu'il considérait comme sacrées. Aujourd'hui, nous levons le voile sur ces relations brisées qui ont marqué l'histoire du 7e art. Mais avant de plonger dans ces révélations explosives, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde et activez la cloche pour ne manquer aucun secret des plus grandes stars. Il existe des hommes dont le simple regard commande le respect. Lino Ventura était de ceux-là. Pas besoin de crier, pas besoin de se mettre en scène. Sa présence seule imposait une autorité naturelle, presque magnétique. Né Angelino Giuseppe Pasquale Ventura, à Parme, en Italie, le 14 juillet 1919, il a connu une enfance marquée par l'exil et la pauvreté. Sa famille a fui le régime de Mussolini pour s'installer en France, où le jeune Lino a grandi dans des conditions difficiles, enchaînant les petits boulots pour aider sa mère à joindre les deux bouts. L'école, il l'a quittée très tôt. Mais la vie, elle, lui a donné des leçons qu'aucun professeur n'aurait pu enseigner. Des leçons sur la survie, sur la loyauté, sur le respect de soi et des autres. Des valeurs qu'il a protégées comme un trésor jusqu'à son dernier souffle. Avant de devenir une icône du cinéma, Ventura était catcheur professionnel, champion d'Europe même. Son corps était une arme, mais son âme restait d'une sensibilité rare. Cette dualité, force physique et profondeur émotionnelle, allait définir toute sa carrière d'acteur. Son entrée dans le monde du cinéma en 1954 fut presque un hasard. Le réalisateur Jacques Becker cherchait un visage authentique, brut, pour son film « Touchez pas au Grisby ». Il a choisi Ventura, qui se sentait totalement illégitime, non préparé. Pourtant, le public a immédiatement reconnu en lui quelque chose de vrai, une honnêteté brute qui ne pouvait pas être feinte. Les années 1950 et 1960 l'ont consacré comme un des piliers du cinéma français. Le Deuxième Souffle, Les Tontons Flingueurs, Le Clan des Siciliens, Garde à vue, Les Misérables, autant de films cultes où Ventura incarnait une masculinité silencieuse, une intégrité inébranlable. Mais derrière le respect qu'il inspirait, se cachaient des blessures que le temps n'avait jamais guéries. Des tensions avec certains collègues, des incompatibilités profondes, des lignes rouges que personne ne devait franchir. Sa vie personnelle était ancrée dans la dévotion absolue. Il a épousé Odette en 1942 et lui est resté fidèle malgré les tempêtes émotionnelles qui ont traversé leur existence. Quand leur fille Linda est née avec un handicap, ils ont fondé ensemble l'association Personneige, consacrant leur énergie à aider les enfants en situation de handicap. Pour Ventura, la compassion n'était jamais un spectacle, mais un devoir sacré. Pourtant, même un homme aussi mesuré avait ses limites. Dans les années 1980, alors qu'il se retirait progressivement de la scène publique, Ventura a confié à un journaliste italien qu'il existait des personnes avec lesquelles il refusait absolument de travailler. 5 noms, 5 histoires, 5 raisons qui révèlent l'âme d'une légende. Numéro 1. Jean-Paul Belmondo. Quand 2 univers se percutent. Le premier nom sur cette liste secrète pourrait vous surprendre. Jean-Paul Belmondo. 2 géants du cinéma français, 2 icônes absolues. Et pourtant, une incompatibilité totale. Leur collaboration dans Classe Torisque en 1960 reste gravée dans les mémoires comme un moment fort du cinéma hexagonal. Mais en coulisses, cette expérience a laissé Ventura avec une certitude, plus jamais. À l'époque du tournage, Ventura avait 41 ans, un vétéran respecté, connu pour sa rigueur militaire, sa préparation méticuleuse. Belmondo, lui, n'avait que 27 ans. C'était l'étoile montante de la nouvelle vague, spontané, improvisateur, guidé par l'instinct plutôt que par la discipline. Pour le public, leur duo fonctionnait à merveille, le vieux sage et le jeune loup. Mais pour Ventura, leur différence révélait un fossé philosophique insurmontable. Sur le plateau, les tensions sont apparues subtilement. Belmondo arrivait avec une énergie décontractée, plaisantant entre les prises, improvisant parfois ses dialogues. Cette approche heurtait frontalement la discipline de Ventura, pour qui chaque minute comptait, chaque geste devait être pensé. Un assistant réalisateur se souvient d'avoir entendu Ventura murmurer « Il joue comme il respire. C'est peut-être beau pour certains, mais ce n'est pas ma façon de travailler. » Ce n'était pas de la jalousie. Ventura reconnaissait le talent indéniable de Belmondo. Il admirait même son aisance naturelle. Mais cette facilité déconcertante le déstabilisait profondément. Pour Ventura, le cinéma était un artisanat sérieux, pas un terrain de jeu. Belmondo incarnait un tournant que Ventura ne pouvait accepter. Un cinéma où l'instinct primait sur la structure, où le charme remplaçait le poids dramatique, où les règles qu'il avait toujours respectées semblaient se dissoudre. Les producteurs, enchantés par leur alchimie à l'écran, ont multiplié les tentatives pour les réunir à nouveau.
Mais chaque fois qu'on présentait à Ventura un projet avec Belmondo, sa réponse était la même. « J'ai déjà donné. Une fois suffit. » Leur relation ne s'est jamais transformée en conflit ouvert. Pas de dispute publique, pas de déclaration acide dans la presse. Belmondo dira même plus tard avec une certaine chaleur « Il n'aimait pas mon style, mais je le respectais énormément. Il me faisait un peu peur, je l'avoue, mais je l'aimais bien. » Ventura, de son côté, a simplement classé Belmondo dans une catégorie qu'il utilisait rarement. Incompatible. Pour un homme élevé dans la rigueur et le silence, Belmondo représentait un cinéma trop léger, trop détaché du réalisme dur qu'il chérissait. Ainsi, malgré l'admiration du public et la pression constante de l'industrie, ils n'ont jamais retravaillé ensemble. Premier nom sur la liste, né non de l'amertume, mais de la conviction profonde que certains univers artistiques ne peuvent se rencontrer sans perdre leur essence. Numéro 2. Michel Audior, le génie des mots qui sonnait faux. Si Belmondo représentait le choc des styles de jeu, Michel Audior incarnait pour Ventura une fracture encore plus profonde, le conflit entre la sincérité brute et la virtuosité verbale. Audior était l'un des géniaux du scénariste et dialoguiste français, adoré pour son esprit acéré, ses répliques cinglantes, ses formules devenues cultes. Le public raffolait de ses dialogues ciselés comme des bijoux. Ventura admirait le talent, mais ce qu'il valorisait par-dessus tout, c'était l'authenticité. Et pour lui, le génie d'Audior sonnait trop poli, trop théâtral, trop conscient de sa brillance propre. Bien que leurs chemins se soient croisés de nombreuses fois dans les années 1960 et 1970, dîner de l'industrie, lecture de scénarios, auditions, la collaboration tant attendue entre eux n'a jamais vu le jour. Les producteurs rêvaient de cette association, la présence granitique de Ventura servie par les répliques légendaires d'Audior. Sur papier, c'était de l'or pur, mais Ventura a repoussé chaque tentative. Le point de rupture est survenu au début des années 1970. Un grand studio préparait un polar nocturne dans les rues de Paris, avec Audior au scénario et Ventura pressenti pour le rôle principal. Audior a livré un premier jet qui enthousiasmait tout le monde. Des dialogues incisifs, des réparties brillantes, un rythme linguistique parfaitement orchestré. Ventura l'a lu 2 fois, a refermé le script et a décliné. Son explication fut directe, presque chirurgicale. « C'est trop bien écrit, j'entends l'auteur dans chaque phrase. Moi j'ai besoin d'entendre l'homme, pas la plume. » Pour Ventura, le dialogue n'était pas une décoration. C'était un outil pour atteindre la vérité émotionnelle. Une bonne scène devait respirer à travers les silences, les gestes, les regards, pas à travers des envolées verbales destinées à impressionner. Audior, artisan de la langue étincelante, construisait ces scènes comme des symphonies. Ventura, lui, les bâtissait comme des murs de pierre brute. Piqué par ce refus, Audior a répondu publiquement lors d'une interview. « Lino est un acteur magnifique, mais il oublie que le cinéma c'est aussi de la musique, et le dialogue c'est du jazz. » Pour Audior, le sérieux de Ventura frôlait la rigidité. Pour Ventura, le génie d'Audior flirtait avec la superficialité. Ventura n'a jamais répondu dans la presse. Il évitait les conflits publics comme la peste. Mais il a confié un privé à un ami. Le jazz est magnifique, mais pas quand on raconte une tragédie. Cette phrase résumait tout. Le cinéma ne devait jamais privilégier le style au détriment de l'âme. Il respectait la virtuosité d'Audior, mais se méfiait de l'éclat de ses mots. Un éclat qui, selon lui, pouvait éloigner un film de son cœur émotionnel. Le respect est resté mutuel, mais un mur invisible s'est dressé entre eux. Un mur fait non de colère, mais de conviction inconciliable. Deuxième nom sur la liste, pas un ennemi, mais une impossibilité artistique. Numéro 3. Jean-Pierre Melville. Quand 2 monuments se heurtaient. Si Ventura avait du mal avec la spontanéité de Belmondo et la flamboyance d'Audiard, sa tension avec Jean-Pierre Melville venait de l'extrême inverse. Un contrôle trop absolu, une rigueur qui étouffait l'humanité. Melville était l'un des cinéastes les plus influents de l'après-guerre. Connu pour sa précision glaciale, son silence quasi monacal, son autorité absolue sur chaque détail de ses films. Il dirigeait un plateau comme un général, sculptant ses acteurs comme de la glaise. Ventura, bien que tout aussi discipliné, croyait en une rigueur d'un tout autre ordre, enracinée dans l'instinct humain, dans la clarté émotionnelle, pas dans la tyrannie formelle. Leurs chemins se sont évités pendant des années, presque par intuition mutuelle. Mais quand ils ont finalement tenté de collaborer, le résultat fut un affrontement silencieux et dévastateur. À la fin des années 1960, Melville préparait un projet provisoirement intitulé « Le poids du silence », un film métaphysique sur la culpabilité et la solitude. Il voulait Ventura pour le rôle principal. Les producteurs jubilaient. 2 titans, 2 visages de granit, un chef-d'œuvre en puissance. La presse en parlait déjà avant même la signature des contrats. Mais la première répétition a brisé l'illusion. Melville est arrivé avec une pile de storyboards plus épaisse qu'un annuaire téléphonique. Chaque geste était chronométré à la seconde près. Chaque silence mesuré comme une équation mathématique. Les acteurs devaient exécuter, pas interpréter. Pour Melville, le mystère appartenait au réalisateur, pas au comédien. Pour Ventura, un acteur devait comprendre chaque battement,
chaque mouvement, chaque justification émotionnelle. Lors des premières séances de préparation, Melville a insisté pour que Ventura répète 10 fois une entrée muette, ajustant la durée d'un simple regard. Ventura s'est arrêté et a demandé « Pourquoi est-ce que j'entre de cette façon ?» Melville, sans lever les yeux de ses notes, a répondu « Tu n'as pas besoin de savoir, moi je sais ». Ventura, qui avait survécu à la pauvreté, à la guerre, au catch professionnel et à des décennies dans une industrie impitoyable, a senti quelque chose se briser en lui. Après une nouvelle séance éprouvante, Melville l'a confronté. « Tu ne comprends pas le séance ?» Ventura a répondu calmement. « Non, je ne comprends pas l'orgueil. » La tension a envahi la pièce. Pas de cris, pas de porte claquée, juste la certitude glaciale que la collaboration était morte-née. En quelques semaines, Ventura a quitté le projet sans explication publique. Melville l'a remplacé, a restructuré le film, puis a fini par l'abandonner complètement. Les deux hommes ne se sont jamais parlé par la suite, jamais réconciliés, jamais croisés. Des années plus tard, dans une conversation privée, Ventura a résumé l'expérience en une phrase implacable. « Deux capitaines sur le même navire, ils coulent. » Il n'y avait pas de haine, simplement la compréhension que le monde autoritaire de Melville et l'humanité instinctive de Ventura ne pourraient jamais coexister. Melville construisait des cathédrales de glace. Ventura insufflait la vie à ses personnages. L'un exigeait la soumission, l'autre la vérité. Troisième nom sur la liste. Non par trahison, mais parce que certaines âmes artistiques, réunies, s'éteignent mutuellement au lieu de créer de la lumière. Numéro 4. Brigitte Bardot. L'icône qui incarnait tout ce qu'il rejetait. Parmi les personnes avec lesquelles Lino Ventura s'était juré de ne jamais travailler, Brigitte Bardot était sans doute la plus surprenante. Ils n'ont jamais partagé un plan, jamais répété, jamais même tenté un essai. Leur distance ne venait pas d'une querelle, mais de quelque chose de plus profond. Pour Ventura, Bardot représentait une manière de faire du cinéma qu'il jugeait toxique pour l'art qu'il aimait. Leur histoire a commencé au début des années 1960, quand Bardot était au sommet absolu de sa gloire mondiale. Elle n'était pas seulement une actrice, elle était un phénomène culturel, un séisme qui dépassait largement le cadre du cinéma français. Les caméras la traquaient, les tabloïds se déchiraient sur elle, les foules se pressaient à son passage. Ventura, qui détestait la publicité, les tapis rouges et le cirque du Veneta, trouvait son univers étouffant et superficiel. Leur première et seule interaction significative a eu lieu au Festival de Cannes. Ventura y assistait à contre-compte, uniquement pour soutenir le film d'un ami. Bardot, elle, est arrivée comme une tempête médiatique. Entourée d'une meute de journalistes, vêtue pour provoquer les gros titres, elle a gravi les marches du palais comme si le monde existait pour elle seule. Un journaliste, à côté de Ventura, a murmuré « Quelle icône !» Ventura a répondu calmement « Peut-être, mais pas une actrice. » Sa voix ne portait pas de méchanceté, seulement une lassitude face au spectacle. Les producteurs l'ont souvent approché avec des projets les associant. Un film d'espionnage en 1964, où Ventura aurait joué un agent taciturne et Bardot une informatrice séductrice. Paraissait prometteur sur le papier. Ventura a refusé immédiatement. Il a lu le script et a déclaré « Je ne joue pas avec une image, je joue avec des âmes ». Pour lui, Bardot était une icône façonnée par les tempêtes médiatiques, pas une actrice enracinée dans la discipline. L'essence même de son identité publique contredisait tout ce qu'il valorisait. La retenue, le silence, la modestie, le dévouement au travail, plutôt qu'à la lumière des projecteurs. Un jour, Bardot a rendu visite à un plateau où Ventura tenait le rôle principal. Elle a salué tout le monde avec chaleur, embrassé les techniciens, plaisanté avec l'équipe, mais elle est passée devant Ventura sans un mot. Non pas par manque de respect, mais parce que Ventura n'a pas levé les yeux. Il est resté à l'écart, les bras croisés, concentré. Pour lui, elle n'avait pas sa place dans cet espace sacré où un acteur devient vulnérable et vrai. Des années plus tard, Bardot a déclaré « Il était trop sérieux pour moi, trop sévère. Je ne crois pas qu'il m'aimait beaucoup. » Elle n'avait pas tort. Mais l'antipathie de Ventura n'était pas personnelle. Elle était idéologique. Bardot représentait un cinéma oscillant entre scandale et caprice, où l'émotion pouvait se plier aux gros titres. Ventura croyait que cet art exigeait de la gravité, de la sincérité, une responsabilité envers le public. La volatilité de Bardot, ses départs et retours répétés, le chaos lié à sa célébrité, tout cela lui semblait une trahison de ce qu'il tenait pour sacré. Quatrième nom sur la liste, non par trahison, mais parce que certaines âmes artistiques, réunies, s'éteignent mutuellement au lieu de créer de la lumière. Numéro 5. Le producteur anonyme. La ligne que personne ne devait franchir. Le dernier nom sur la liste privée de Lino Ventura n'a jamais été prononcé publiquement.
jamais imprimé dans un journal, jamais confirmé dans une interview. Il appartenait à un homme sans visage public, un producteur dont l'influence façonnait discrètement le cinéma français des années 1970. Ventura ne le détestait pas pour des désaccords artistiques ou des personnalités incompatibles. Il le détestait pour quelque chose de bien plus grave. Cet homme avait tenté d'acheter la seule chose que Ventura considérait comme sacrée, sa conscience. L'incident a eu lieu lors des préparatifs d'un drame social se déroulant dans les quartiers ouvriers du nord de la France. Ventura avait été attiré par le projet parce qu'il correspondait à ses valeurs, une histoire sur des gens réels, oubliés, ceux dont les voix atteignent rarement les écrans. Mais au fil des répétitions, Ventura a senti que quelque chose clochait. Des techniciens étaient sous-payés, certains travaillaient au noir, des membres de l'équipe disparaissaient mystérieusement des feuilles de paie. Les conditions de travail se dégradaient discrètement. Il a confronté l'équipe de production, demandé des explications. Tout le monde évitait son regard. Personne n'osait parler ouvertement, car dans l'industrie de cette époque, les producteurs avaient le pouvoir de briser des carrières. Quelques jours plus tard, le producteur a invité Ventura à une réunion privée. Un bureau faiblement éclairé, une bouteille de whisky, des sourires faussement détendus. Il a fait glisser une enveloppe sur le bureau et a murmuré « Lino, tu n'as rien vu. Sois flexible, on peut sauver le film si tu coopères. » Ventura n'a pas touché l'enveloppe. Il s'est levé, l'a laissée là où elle était et a répondu d'une voix calme mais glaciale « Je ne me vends pas. » Quelques heures plus tard, il a quitté le projet. La raison officielle annoncée à la presse fut « complications logistiques ». Mais ceux qui le connaissaient savaient la vérité. Il refusait d'être complice d'une exploitation déguisée en production cinématographique. Son départ lui a coûté cher professionnellement. Certains studios l'ont qualifié de difficile, d'inflexible, d'intransigeant. Des étiquettes qui ont discrètement réduit le nombre de scénarios qu'il a reçus les années suivantes. Ventura s'en moquait éperdument. Il a confié un jour à un ami « Mieux vaut être oublié qu'avoir honte ». Le producteur a continué à travailler dans l'industrie, sa réputation intacte, ses méthodes inchangées. Ventura n'a jamais prononcé son nom publiquement. Non par peur, mais par principe. Il croyait que la véritable intégrité exigeait le silence, pas le scandale. Mais en privé, il a placé cet homme tout au bas de sa liste. Quelqu'un qui avait violé une frontière morale que aucune excuse ne pouvait réparer. Cinquième et dernier nom. Non un ennemi, mais quelqu'un d'effacé de son univers moral. Au milieu des années 1980, alors que Ventura se retirait progressivement du cinéma, son monde est devenu plus calme. Son cercle de confiance s'est réduit. Il a accordé de moins en moins d'interviews, évité les hommages publics. Il a même refusé plusieurs fois la Légion d'honneur, estimant que les distinctions ne valaient rien si les institutions ignoraient les injustices quotidiennes. Quand on lui demandait pourquoi il tournait moins de films, il répondait simplement « Parce que trop d'entre eux, je ne peux plus les regarder sans honte ». Le 22 octobre 1987, Ventura est mort soudainement d'une crise cardiaque dans sa maison de Saint-Cloud. Les journaux qui l'ont longtemps négligé l'ont soudain célébré comme une icône nationale. Mais ceux qui le connaissaient vraiment se souvenaient de quelque chose de plus intime. Un homme qui avait protégé ses valeurs jusqu'au bout. Un homme qui pardonnait presque tout, sauf la trahison de la conscience. Ces 5 noms, Belmondo, Audian, Melville, Bardot et ce producteur anonyme, n'étaient pas des ennemis au sens dramatique. C'étaient des incompatibilités profondes, des lignes rouges franchies, des visions du monde inconciliables. Ventura nous rappelle qu'avoir des principes a un prix, que l'intégrité exige parfois de dire non, même quand cela coûte cher. Que certaines valeurs ne se négocient pas, peu importe les opportunités perdues. Dans un monde où tout semble négociable, où les compromis sont la norme, Lino Ventura reste un phare. Un homme qui a choisi l'authenticité plutôt que le succès facile, la dignité plutôt que la célébrité, le silence plutôt que le scandale. Alors, quelle histoire vous a le plus touché ? Pensez-vous que Ventura avait raison de tenir ses positions si fermes, ou était-il trop rigide ? Partagez vos réflexions en commentaire. Si cette plongée dans les coulisses du cinéma français vous a fasciné, likez cette vidéo et partagez-la avec vos amis cinéphiles. Abonnez-vous à Les Célébrités du Monde pour plus de révélations sur les vies secrètes des plus grandes stars. Et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, dans un monde de compromis, certains choisissent de rester debout. Lino Ventura était de ceux-là.